De quoi tu parles? De quoi tu parles? Tout de loup. Bonjour, bienvenue. Notre émission De quoi tu parles de mon nom est Nicolas Monette. Et moi, Marc-Antoine Joly. As-tu aimé mon tout de loup? Et pour Un vrai, tout de loup, ça se dit-tu en façon de bienvenue? tout de loup? Tout de loup? À cause tout de loup, bip, c'est dire au revoir. Moi, c'était plus sur les tu que... Sur les tu. Sur les tu. Ça vient des Simpsons. Moi, c'est mes profs me demandaient toujours ça. Tu relis-tu? Je fais non, j'écris bien. Tu sais, quand tu remettais tes évaluations, c'est quand même. Est-ce que toi, tu te relis jamais parce que tu fais pas d'erreur? Aussi, j'écris quand même relativement très bien. Oui. Moi, tu me relis. Toi, c'est terrible. J'ai dit à mon ami l'autre jour qui a beaucoup de difficultés à écrire, Gabriel, pour ne pas le nommer, j'ai dit, Marc écrit moins bien que toi. C'est drôle, ça. Puis on a parti sur un bon 10-15 minutes à faire des fautes d'orthographe avec tes C. Oui. Et mettre des E. Oui. T'as une fascination avec les voyelles, je pense. Quand je texte, oui, je m'en fous complètement. Ouais. C'est le plus vite possible. Ouais. Je me fous. Si tu peux l'entendre, c'est correct. Phonétiquement. Okay. Ouais. Mais je ne vais jamais écrire G avec un G. Ça, j'aime pas ça. Ah non, ça me gosse. Ouais, ça, mais là, les terminaisons, j'ai-tu mis un R, accent aigu? Pour vrai, ce que autocorrect a juste suggéré, whatever, c'est ce que je mets, puis je m'en fous. Moi, je mets si toujours ça le change en aussi, texte, parce que moi, tenir le E puis faire le accent aigu, ouais, c'est ça. une étape de trop dans la vie. C'est une étape de trop. Que j'ai clairement le temps de faire, parce que c'est comme 0.3 secondes de ma vie. Mais, bof. Oui. Je suis là. Je te comprends. Mm-hmm. C'est important de se relire. Ouais, tout ça pour dire. Tu relis-tu? J'espère que vous allez bien. Merci d'être là, notre semaine d'émission. Et puis, dans les dernières semaines, on a fait un peu des concepts spéciaux avec, depuis quand même, Improtéine. Oui. Là, c'est suivi Bilingual Voice. Là, c'est suivi Garolou quand même. Et puis là, un autre groupe, peut-être un peu moins connu au Canada, mais très connu au Portugal. Gros surtout following. Les Azores. Là, vous dites, Dans c'est où les Azores? Azores? Vous allez le savoir. C'est au milieu de l'océan Atlantique. Très beau. Je vous invite. Il y a des bons vols à rabais quand même de Montréal, Toronto, Ottawa. Moi, c'est ma place de rêve à aller voyager. T'es sérieux? Faire un aller-retour autour des 400-500 $. C'est bien, ça. Pour aller Essaye de un faire paradis ça. tropical au milieu de l'Atlantique. C'est impossible de trouver un vol au Canada pour ce prix-là. Oui. Puis en plus, ils ont leur propre ligne aérienne. Pour vrai? Oui, Azores Airlines. Ben, avec un nom de même, pas le choix. Ben, puis moi, je me dis, ils ont quand même des vols à chaque jour. Puis je suis comme, combien de monde vont Qui là? va là? Ouais, exact. C'est perdu tête, là. C'est vraiment intéressant, tout ça. Oui. Autant que l'histoire que vous allez entendre aujourd'hui, oui. si c'est... Donc, le ça a groupe même pas de qu'on sens. parle, Brasse Camarade. Oui. Groupe mythique. Un mix de Penetanguishene et de Sudbury, les frères Lamoureux, avec un certain Jean-Marc Lalonde. Et après ça, Sean... Sean Chasnick, Exact. que vous allez entendre aussi, qui va venir un peu... on va l'utiliser comme un barème de vérité sur ce que le monsieur Lamoureux va nous dire. Parce que c'est une histoire quand même très improbable d'un membre de la FLQ au plus grand poète portugais devenu banquier à Montréal et un monsieur allemand très enragé dans un ascenseur. Qui a créé la belle vie que les frères Lamoureux ont aujourd'hui, essentiellement. C'est fou. C'est tout des addons. C'est des addons avec beaucoup, mais beaucoup de talent. Et je pense que c'est une histoire vraie. C'est 100% vrai. Astérix. Tu sais, comme quand tu fais des films Ouais. based on a true story, puis mettre de l'accent. Ben, c'est un peu dramatisé. C'est pas Exact. tout à fait ça. Mais, on va voir. Aujourd'hui à l'émission, on parle à M. Lamoureux, François Lamoureux. Et puis aussi, à un certain Sean Chasnick. De quoi tu parles de Brasse Camarade? De quoi tu parles? De quoi tu parles? Aujourd'hui, il faut le dire, on reçoit de la royauté à l'émission. Si je vous dis Garolou, si je vous dis Cano, qu'est-ce qui vient après? Eh bien, c'est Brasse Camarade. On laisse faire les chaises musicales. C'est une gang de losers. On parle au vrai de vrai. De quoi tu parles de François? Ça va bien? Bon, ça va très, très, très bien, mais je me rappelle des chaises musicales quand ils ont joué à la brûlante, puis on a fait tout ça, puis en tout cas, on a des histoires à raconter. On a des histoires de qu'est-ce que tu parles d'eux, là, on a bien des affaires à faire d'eux. Ben, c'est justement ça qu'on veut savoir, de faire de la musique avec vous, les frères Lamoureux, de le faire avec ton frère. Comment Brasse Camarade, c'est gros.
On sait que vous êtes allé partout aussi. On va rentrer dans toutes ces histoires-là au Portugal, etc. dans pas long. Mais comment que, justement, toi et ton frère, vous êtes dit, hey, on se part un band? Ben écoute, ça a commencé. Mon frère et moi, on a 7 ans de différence. Donc, Pierre, il avait été à Sudbury, à Cambrian en musique. Il avait été en trompette. Puis, mais c'était un bassiste. Et puis, donc, il est parti de la maison, j'avais 13 ans. Et moi, je jouais de la guitare depuis que j'avais 10 ans. Je voulais faire comme mon frère, jouer de la guitare. Et puis, il revenait les étés. Et on a fondé un groupe en 1984, donc j'avais 14 ans, qui s'appelait Doux Désir. Avant ça, j'avais un petit groupe à La Fontaine, Ontario, qui s'appelait Vacances. Mon premier groupe s'appelait Vacances. Puis après ça, il y a eu Doux Désir. Puis on avait ouvert pour Cano en 84. C'était un peu la brunante de Penetanguishene. Ça s'appelait le Festival des Canoës. On avait gagné ça et on avait ouvert pour Cano. Puis c'est là que j'ai rencontré Marcel Lemort la première fois. Puis les autres, ils finissaient leur carrière avec l'album Visible. Puis là, ben, j'ai joué au Curling Club de Penetang. Puis la foule était en délire. Puis une fois que j'ai goûté à ça, puis j'ai eu mon premier chèque de royauté parce que j'ai figuré à cause de mon frère, on a figuré comment les royautés fonctionnaient. Donc, à 13 ans, je recevais des royautés pour mes spectacles. Wow. Et là, je me suis dit, wow, je peux faire de l'argent. Puis dans ce temps-là, les royautés étaient quand même importantes avant qu'ils changent comment les choses fonctionnent. Ben oui. Donc, j'avais 13-14 ans. Écoute, quand j'étais à 14 ans, en fait, mon frère, il a quitté pour Cambrian. Donc là, j'étais tout seul à Le Caron, l'école secondaire de Caron à Penetang, que mon père a fondé. Puis là, je m'ennuyais de mon frère, etc. Puis il y avait un petit kid là-bas qui voulait jouer des drums. Puis il s'appelait Jean-Marc Lalonde. Oui! Vous connaissez peut-être. Ben oui, on l'a eu sur le podcast aussi. Ouais. Alors Jean-Marc Lalonde, lui, il voulait jouer du métal, tout le temps du métal. Puis Dio. Puis moi, j'étais plus rock and roll. Puis là, il voulait jouer de la guitare, mais c'était impossible. Ses doigts, c'était comme ça bougeait juste pas, là. Puis j'avais mon ami Yves Desroches, lui, qui jouait de la guitare. Je dis, Yves, sorry man, je suis meilleur que toi, et tu as raison. You play bass, fine. So on en prêtait la bass à quelqu'un, on a créé le groupe plus que parfait. Ouais. Puis là, j'ai appris à Jean-Marc comment jouer des batteries. Puis en une semaine, il est devenu bon. Donc, il était très bon à frapper des affaires. Il était correct avec ça. Et là, on a commencé à jouer, etc. Puis on a eu un gros succès. Puis plus que parfait, on a, en l'espace de 1 an et demi, 2 ans, on a gagné toutes sortes de concours de jazz. On s'est retrouvé à représenter l'Ontario à Music Fest à Vancouver pour le jazz. On a gagné 3e place. Wow. Puis après ça, on a continué à faire ça. Puis on a gagné la Brunante en 86. Puis on a joué la Nuit sur le temps en 87. Et ce spectacle-là de 1987 était déterminant parce que tu avais Yves Doyon dans la salle, tu avais les gars des Arts du Moussaillon qui étaient là, tu avais plein de monde. Puis c'était de la musique. Puis c'est pas rien de péjoratif aux gens qui étaient là dans ce temps-là, mais c'était rendu les années 80, mais pas l'année 80 cool. Là, c'était comme un petit clavier du monde plate qui jouait. Puis le monde à l'université de Laurentienne, puis les gens du secondaire voulaient avoir du fun. Puis tu vois, on est arrivé 3 gars de 16-17 ans, puis on a joué, puis on a explosé l'affaire. Puis quand tu parles à Yves Doyon, il va te le dire, c'était la foule la plus loud que j'ai jamais vue. Puis ça m'a influencé. Puis ça m'a influencé moi. Pars à McGill, rejoindre mon frère qui est rendu là-bas. Et là, de fil en aiguille, on commence un groupe anglophone qui s'appelle The Freight Edge, puis avec un chanteur de New York, puis on va à New York enregistrer. À 18 ans, j'étais à New York, je suis dans les studios, la vie est belle. Mais le problème, c'est que le gars à New York, c'était notre chanteur. Puis notre chanteur, mon frère et moi, puis un drummer, il était comme pas disponible, puisqu'il était tout en train de faire des albums un peu partout sur sa planète. Donc là, on a décidé, screw that, man, moi je vais chanter en français, puis on va jouer dans les écoles, puis on va reprendre les chansons de Plus que Parfait. Puis on a fait ça, puis on a joué à la Nuit sur le temps. Notre premier show était la Nuit sur le temps en 91. Wow, ouais. Donc, Plus que Parfait, 87, Nuit sur le temps, on vole le show. 89, on vole le show aussi. Puis, camarade, 91, on gagne la bourse Bertrand, ça va super bien. L'ONF fait un documentaire sur nous autres. Et là, notre drummer se fait mal. Donc, je rappelle Jean-Marc Lalonde. Jean-Marc Lalonde, ça a l'air qu'on s'en va au Portugal, ça te tente-tu de venir? Je fais juste jouer du jazz à cette heure. Tu vas jouer du rock and roll. Ça, là, j'ai acheté les plus grosses baguettes, des Bobby Rock. Oui. Puis là, j'ai créé un monstre. Je bûchais des batteries au Portugal avec nous autres. Après ça, on a continué. Donc, c'est un peu comme ça. Puis là, à un moment donné, Brasse Camarade a comme levé. Puis le groupe anglophone est comme mort. Donc, c'était pas un plan qu'on avait nécessairement de faire ça, mais c'est devenu ça. Puis Brasse Camarade a vraiment bien été. Donc, on a continué à faire ça. Donc, c'est comme ça que Pierre et moi, on a travaillé ensemble. Mais là, de se rendre
au Portugal, comme évidemment, vous avez joué beaucoup au Canada, Ontario, Québec, ainsi de suite, mais là, de faire, OK, on s'en va au Portugal, comment que ça s'est concrétisé, tout ça? Comme, d'où ça sort? Surtout des années 90, c'est pas comme Astor. C'est ça, l'Internet était là, mais n'était pas utilisé de cette façon-ci. Tu peux pas faire un appel puis être sur l'Internet en même temps. Non, non. Écoute. Alors, OK. Alors, il faut que je recule un tout petit peu. Ça va vous faire freaker un petit peu, cette histoire-là. Ben, c'est un peu buzzant. Là. C'est que je t'avais parlé qu'on a joué à La Nuit sur le temps avec Plus que parfait en 89. Ouais. Parfait. En 90, j'avais mon groupe anglophone avec le gars de New York, right? Oui. Puis le gars de New York, puis notre drummer anglophone s'appelait Arnold. Puis Arnold, son cousin avait été aux Açores jouer de la musique au Portugal, aux Açores. Puis là, il dit, Hey guys, you guys should go play in those islands there. I just went to those islands there. Oh, good islands, man. Azores. Puis je savais pas c'était quoi, là. Azores. Moi, j'étais bon en géographie à l'école, là. C'est comme, never heard of him. Yeah, there's a guy, Canadian guy there living there. Just send him your tape there. So, on a envoyé notre tape de New York, la ville de New York, des gros studios. Les chanteurs travaillaient là-dedans avec toutes les grosses vedettes. Malade. Et puis, ça sonnait vraiment bien. On va ça au Portugal, out of nowhere. Là, il y a un gars qui m'appelle puis il dit Hey, je m'appelle José Suarez, puis j'ai reçu votre cassette. En français de même. Je m'appelle José Suarez, puis j'ai reçu votre cassette, là, puis The Frayed Edge, là, c'est bon, puis on va vous faire venir ici au mois d'août. Ça coûte donc, tu parles bien français. Ouais, j'ai migré au Québec en 55, puis j'étais dans l'FLQ. Mais c'est compliqué, puis en tout cas, je ne vais pas parler de l'FLQ, là, puis en tout cas, je suis plus droit de vivre au Québec, là. Là, c'est comme, OK, all right, buddies, on va vous faire venir ici, là, puis c'est plus ça. Soit là, on est allé là-bas avec un gars anglophone, fait un gros succès. Revenu au Canada, comme je te dis là, abandonné, le chanteur s'en va, Brasse Camarade commence. Puis là, ce qui arrive, c'est qu'avant de jouer au Québec, on a joué en Louisiane, en Alabama, avant de jouer au Québec. On voulait arriver au Québec en force pour dire, tu vois, comment jouer au Québec, il y a d'autres francophones. On va aller jouer partout ailleurs, même en Louisiane. Avant de jouer au Québec, on va aller là-bas, là. Ça va bien aller. Donc, on a fait ça. Puis là, en 92, on s'est dit, ben, on va appeler le gars José Suarez aux Açores pour le fun, voir si on peut-tu retourner au festival. On appelle José, il dit, José, ouais. Il dit, peux-tu nous jouer à ton festival sur l'île Santa Maria encore? Frayed Edge, non, Brasse Camarade. C'est quoi ça, Brasse Camarade? Non, t'envoies une cassette. Puis il dit, OK. Donc là, on est allé jouer là-bas, puis ça fait un gros succès. Puis là, on continue à retourner aux Açores, puis c'est devenu gros assez vite. Crazy. C'est puis j'ai amené Sean Sasnick là-bas. Oui. Sean était notre drummer. J'ai amené Sean là-bas. J'ai amené plein de drummers. Jean-Marc Lanotte pourrait t'en parler du Portugal. Écoute, il s'en rappellera. On a passé 6 semaines à faire plein de tournées là-bas avec lui la première fois. Sean, on est allé peut-être au moins 25, peut-être pas 25. Avec Sean, peut-être 20 fois au Portugal, quelque chose de même. Puis, donc, il y a des témoins à ce que je vous dis, là. Oh, on le sait que c'est 100% vrai parce qu'il y a même des... Tout ça, c'est écrit sur Wikipédia puis tout ça, là. Habituellement, quand on cherche des gens, il y a un peu moins de Wikipédia qui se passe, je te dirais, mais toi, ta liste de trucs est énorme. Puis aussi d'aller aux Azores, au Portugal, c'est comme des îles au milieu de l'océan Atlantique, là. C'est comme le Hawaï les États, mais au Portugal. Oui. Quand j'étais là à Hawaï, j'ai resté bête. Puis ça, là, j'étais avec, là, à un moment donné, j'étais dans une train là quelque part, puis un gros Hawaiian dude qui joue du ukulele, puis j'arrête de parler avec lui, tout ça. Puis c'était le musée du ukulele, sa montagne, puis il me parle du ukulele. You know, the ukulele was brought here by Azorean immigrants. What? Azorean immigrants? Yeah, it's a mixture of Hawaiian culture and Portuguese culture. It's Hawaiian. It's actually from the Azores. A lot of it is plus comme, voyons non. Puis c'est comme le Hawaï de l'Atlantique. Puis les Açoriens, ils ont été là-bas. Puis c'est drôle parce qu'aux Açores, chaque île a sa guitare. OK. Unique. Avec, il y en a qui 10 cordes, il y en a qui 11 cordes. En tout cas, c'est toutes des affaires. Donc, Hawaï puis les Açores, il y a comme des liens bizarres là-dedans là, qu'on ne savait pas. Là. Bizarre. J'ai tellement de questions. C'est absurde. Mais là, OK, là, t'as évidemment fait la tournée avec Brasse Camarade, avec tout. Vous avez eu des super gros succès. Oui. Et là, éventuellement, évidemment, le groupe s'est éteint. Mais il a continué dans le cœur des gens. Et encore aujourd'hui, on en entend beaucoup parler des gens qui souhaitent que le groupe revienne encore. Et là, on a une question. On a lu sur Wikipédia qu'il y avait peut-être
des chances qu'il y ait soit une réunion de quelque sorte ou un box set qui se fait. Puis là, je me dis... Je vois verbatim, Wikipédia, Browse camarade, puis c'est juste sur l'article en anglais. Demande-moi pas en français, c'est ça. En français, ils disent pas. En anglais, ils disent Browse camarade is currently considering reuniting. A box set is also planned with no release date yet announced. OK. Alors, ce qui est arrivé avec ça, c'est que nous autres, on s'est éteint pour une raison, c'est qu'on n'a jamais fait un bye-bye officiel. T'sais, on jouait dans les écoles. Le réseau Ontario, le monde ne sait pas ça, mais le réseau Ontario, ça a un peu été créé par mon frère. Parce que Pierre, après Paul Demers, tu avais, OK, tu as Garoulou, Cano, ça s'éteint. Le seul gars qui restait, tu avais Purlaine, puis ça, tu avais Paul Demers qui était tout seul. Robert Paquette était comme à semi-retraite, il avait bien réussi, Robert. À part ça, tu n'avais pas grand-chose qui se passait. Après ça, nous autres, on arrive. Et puis, mais il n'y avait vraiment pas de place à jouer. Donc, Pierre, ce qu'il a fait, c'est qu'il a développé tout le réseau des écoles. Puis, il y a personne qui faisait ça. Puis, il y a plein de monde qui nous a suivis. Puis, on a commencé à rouler. On a fait 500 spectacles, nous autres, Brasse Camarades, sur 9 ans. Puis là-dedans, 8 ans. Puis là-dedans, il y avait, je pense, 250 ou 300 dans les écoles en Ontario. Wow. Parce qu'on a joué beaucoup. S'il y avait eu Facebook dans ce temps-là, c'est qu'on aurait eu un gros following. Mm-hmm. Donc, pour répondre à ta question sur le box set puis la réunion, c'est qu'on a eu un gérant, puis ça a comme mal été le gérant à un moment donné au Québec. C'est un peu pour ça qu'on a décidé d'aller jouer au Portugal. Ouais. À un moment donné, on a décidé qu'on ne jouait pas au Québec. Puis, on a décidé vers 99-2000, avec une bataille, on a retiré tous nos disques des disquaires. Okay. On a tout sorti de là. C'était plus facile de tout tuer que de dealer avec la bataille. Ça ne me tentait pas de me battre avec lui, nécessairement. Donc là, on allait faire un gros fanfare de faire un box set. Puis ce qu'on a fait, c'est que discrètement, sans dire à personne, on a tout mis sur Spotify. En fait, 3 des 5 albums sont sur Spotify en ce moment. Puis on n'a jamais vraiment dit à personne. Ils sont là. Sur le box set, il était comme un peu là. Oui. Puis on n'a pas fait de vraiment faire. J'aimerais ça faire un livre avec les photos puis les histoires puis tout ça. Parce qu'on a vraiment joué beaucoup. Quand nous autres, Éric Lapointe, on a commencé en même temps. Il était venu à mon lancement à Dieu, j'étais allé au sien. C'était vraiment le fun. Il était tout le temps avec moi. Mais lui, quand il avait fait 100 spectacles dans la presse, Éric Lapointe fait son 100e spectacle, j'étais rendu à 325. On a vraiment joué live. Yeah. On a joué. On avait mangé des ça shows. Me manque, les bons spectacles. Oh my God, on a conduit la vanne jusqu'au territoire du Nord-Ouest. Nous autres, on conduisait partout. Au lieu de prendre l'avion, on allait. On avait un show, on m'a donné à Saskatoon, juste un show, on a conduit, on est revenu juste pour un show. Dans la van. Ça, c'est long, là. C'est énorme, le Canada. Hein? C'est long, longtemps, oui. On a fait Latuc Calgary non-stop après un show. On a fini à minuit. On a conduit, ça a pris 52 heures sur la Calgary. Absolument. On a fait la route, man. Puis là, tu parles de t'as enlevé partout. Ouais. Oui, ben exactement. Vous avez joué vraiment partout. Puis là, tu parles aussi de le fait que vous avez. Ben c'est ça. Justement. Là, on voyait ça. L'Olympia à Paris. Vous avez joué ça tout bonnement comme ça. J'ai de la misère à comprendre le parcours parce que vous avez vécu tellement de succès à l'international. Pratiquement, je veux pas dire plus que dans votre propre pays, mais un peu, tu sais, comme il y avait quelque chose qui se passait ailleurs, mais toujours en français, même au Portugal aussi, même à tout ça. Puis c'est quelle raison pour laquelle que ça fonctionnait en français là-bas? Bien, là-bas, il y a plusieurs choses dans ton commentaire-là. En fait, je vais recommencer du début de la patente. C'est que en 92, ce qui est intéressant, c'est que on avait toujours la prétention, on se faisait dire par des anglophones, tu sais, qu'on était, tu sais, si tu chantes en français ou tu es en français, c'est les ligues mineures. Si tu étais vraiment bon, tu irais chanter en anglais. Si tu étais vraiment bon, you're in the minor leagues, man. You weren't really, c'est pas vrai, cette affaire-là. C'est strictement pas vrai. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'un jour, j'étais au Peel Pub à Montréal, puis sur Avenue du Parc. C'était en 91. Brasse Camarade a juste commencé à faire sa première tournée. J'arrive, tu sais, feeling pretty good. Là, j'arrive, puis le gars, il dit, there's somebody here tonight. You want a free pitcher of beer and a club sandwich? J'ai dit, yeah. OK. J'ai dit,
qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour? Tu sais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ça pour? Ouais. So là, il dit, well, there's a Guitar Wars contest tonight and nobody's here. So if you go on stage and play guitar, you get a pitcher of beer and you get a club sandwich. Et moi, j'étais pour commander le club sandwich anyway. Puis il dit, there's nobody here, so just go on stage and you get the free club sandwich. You know, there's people here and to listen, but there's no guitar players, right? So il dit, wow, I'm not going on stage without my amp. Il dit, ben voyons donc, ton amplificateur. Non, mon Mr. Boogie, je joue pas de la guitare sans ça. Fine, tu vis où? À 2 rues, mais il est pesant. Fine, get in my car. Lui, c'est le gérant. Get in my car or go get your amp. Je rentre dans son char, va chez nous, prends mon amplificateur. Là, j'arrive, il y a une liste de 6 personnes qui veulent jouer. Looks like you're in a competition, kid. You gotta play now. I went to get your freaking amplifier. Weighs like 100 pounds. Screw you, buddy. So là, j'arrive sur la scène, puis là, c'est des solos de guitare, là, tu sais, comme... Oh, so, là, shred alert. Puis je gagne. So, Wow. Ouais, shred time. So là, je gagne. Je dis, man, you won. You gotta come for the regional finals next week. Ça me tente pas de faire de la compétition. Non, faut que tu viennes. Là, je gagne ça. OK, ben là, faut que tu viennes pour le centre-ville de Montréal. OK? Là, je gagne ça. OK, là, faut que tu viennes pour toute l'île de Montréal. Là, je joue là, je gagne là. C'est tout des shredding fest. Là, faut que tu fasses pour tout le Québec. OK? Là, je gagne ça. So là, je me retrouve à Much Music for Canada's Greatest Guitar Player. So là, je me retrouve à représenter le Québec au final national sur Much Music. Puis en 80, là, dans le temps que ça arrive, on est rendu février 92. Puis ce qui arrive, c'est que tous les tickets de Smooth Rock Falls, Iroquois Falls, puis tout ça, qui sont pognés de milieu de nulle part, ils regardent Much Music. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'Internet. Ouais. Ils checkent le rock and roll en espérant de voir David Lee Roth avec les filles, avec les bikinis. C'est comme ça l'affaire. On a fait 14 ans, avec ça, hair metal chicks, c'est hard. What about love? Oh, ouais. Et là, à un moment donné, c'est Guitar Player Competition. Puis là, il dit François Lamoureux. Puis là, ben, quand j'ai fait les tournées dans les écoles, tu peux pas imaginer. Tout le monde savait qui moi j'étais parce qu'ils m'ont vu à Much Music. J'étais un francophone, puis il n'en revenait pas. Puis là, c'est là que ça a commencé, l'affaire de shredding, faire des solos. Puis j'étais comme rendu à l'affaire de fierté pour les franco-ontariens que, c'est rendu au final national de guitare, puis ils chantent en français. Puis là, c'était rendu cool de pouvoir aimer un groupe francophone parce que j'avais été validé que j'étais bon musicien. Je m'étais rendu là-bas. Donc là, non, mais ça a eu un impact, effet, cette montante-là. Ça a eu un gros impact parce que ça a validé la fierté de l'affaire. Donc ça répond au début de ta question. Je me souviens plus de la fin de la question, mais t'es bonne ta fin aussi. Mais je me rappelle plus c'était quoi. Ben, je pense ta question, c'était par rapport au succès que tu as justement eu à l'international, que tu n'as pas nécessairement eu les mêmes réceptions au Québec, spécifiquement. Je sais qu'il y a souvent des histoires de comme les directeurs musicaux, ils n'aiment pas quand tu viens pas du Québec, tu as de la musique en français d'ailleurs, puis son nom n'a pas de jouer de façon catégorique. Fait que cette ambiance-là, c'était comment? Alors ça, alors, pourquoi ça marchait au Portugal? Ben, on avait justement une confiance en nous-mêmes. On savait que... Puis, ce que le monde ne savait pas, c'est qu'en même temps que je faisais ça, je faisais de la pub. Donc, j'étais le guitariste... Comment... Selon ce que les gens me disent, j'étais le guitariste le plus enregistré des années 90 qui était engagé. Donc, je jouais sur tous les Budweiser, les Labatt, les Molson, les McDonald's, les Burger King. C'est moi qui faisais la guitare à la télévision. Donc, je pouvais avoir un match de hockey, puis je regardais les pubs, je faisais comme sur, je sais pas, 10 pubs dans un match de hockey. J'avais joué de la guitare sur comme 6 ou 7 d'eux autres. Wow. Donc, je faisais beaucoup de pubs. Donc, je commençais à avoir de la confiance en moi. Je faisais des films. Puis, on sentait qu'on était un bon groupe. Donc, on n'avait pas du tout le complexe d'infériorité. Donc, quand on allait à quelque part, on arrivait comme des fucking Godzilla en ville. Nous, we're stepping on building. Donc, on arrivait, on chante en français, puis c'est, on va faire un spectacle, mais on chante en français. C'est pas ça, man. On fait de la musique, puis ça s'adonne que c'est en français. On fait de la bonne musique rock and roll, party time, puis ça s'adonne que c'est en français. C'était pas le lead. Tu comprends-tu? Puis c'est devenu comme, OK, on assumait ça. C'était plus comme... C'était plus une question. C'est comme Jean-Marc Lalonde, il m'a beaucoup... Mais Jean-Marc, il m'a appris bien des affaires dans la vie. Jean-Marc, puis il sortait quand il va voir ça, il disait, quand il était jeune, il y avait de l'acné, lui. Pas mal plus que moi, tu sais. Mais il s'en foutait qu'il y avait l'acné, man. Puis les filles ne voyaient pas ça, pas en tout. Moi, j'avais un bouton, puis là, je checkais lui, man. Hey, man, Jean-Marc, il pogne avec les filles, puis... Pourquoi? Parce qu'il doesn't care, man. Puis quand tu as confiance... Non, mais c'est vrai, mais quand tu as confiance, puis c'est pas de l'arrogance. Le monde ne voit pas ces affaires-là que toi, tu penses que c'est un problème.
Mais chanter en français, c'est pas un problème, man. You do great music, you can play guitar, a great drummer, great bass player, it's a good show. Il n'y en a pas de problème. C'est pour ça qu'on a commencé à avoir ça. C'était plus le complexe d'infériorité était au Canada. Ouais. Ah ben, ils chantent en français. Il n'y avait pas ça là-bas. Hein. Ça, c'est weird, Ils pareil. chantent en italien, ils chantent en portugais, ils chantent en espagnol. Il n'y avait pas de complexe. Il n'y a pas de barrière de langue. C'était en français. Non, il n'y en avait pas. C'était-tu bon ce que tu fais, tu sais? Donc, c'est pour ça que ça marchait là-bas. On arrivait comme Godzilla, stepping on buildings, puis... Vous arrachiez tout, fait que là, tout le monde écoutait, puis là, après ça, c'était de fil en aiguille, de bouche à oreille, vous avez juste continué là-dedans. Puis là, mais au Québec, en région, ça a bien été. On a eu comme numéro 1 Musique Plus, on a eu numéro 1 sur 26 stations, numéro 4 à CKM. Mais on a quand même eu du support des Québécois. Le problème, c'est que le distributeur ne mettait pas les disques en magasin. Donc, c'était très dur pour les gens. Ouais, c'était vraiment dur. Mais non, mais on a eu bien du fun, mais c'était surtout la confiance qui nous a gardé à aller. Vous avez 6 albums, Brasse Camarades. Ouais. Il y en a 4 qui sont en français. Il y en a 2 qui sont un mishmash de français, anglais et portugais. Ouais. As-tu appris portugais? Comme faire un album puis faire comme hey, on pogne tellement au Portugal que va falloir que on fait des la langue en portugais. OK, t'es prêt pour celle-là, man? T'es-tu prêt pour celle-là, là? So, 92, on appelle ce gars-là José Suarez, right? Puis Jean-Marc Lalonde vient, j'achète des grosses baguettes de dinosaures, puis on s'en va au Portugal, puis là, quand on pensait rester une couple de semaines, on a resté 6 semaines. Puis José Suarez, on est devenu comme un bon ami. T'sais. Puis lui, il était comme, tu sais, Frank, là, ça serait le fun, tu chantes en portugais un petit peu. Là. Moi, je vais t'apprendre ça un petit peu. Là, t'sais. Sauf que je savais. Puis moi, quand je suis allé là, j'avais acheté un livre Berlitz, je vais apprendre le portugais. Mais j'arrive là-bas aux Açores, puis c'est comme, ce livre-là, il est useless, man. et ce que je savais pas, c'est que dans la lusophonie, j'étais en train d'apprendre le portugais comme si j'apprenais le français en Gaspésie. Il n'y a rien de mal avec le français de Gaspésie. Non, mais c'est pas comprenable un peu partout dans le monde francophone. Ouais. Donc, moi, j'ai développé un accent là, du terroir portugais. Là. J'ai été traîné comme un freaking street fighting dude à un tel point. Quand j'arrivais aux Açores, ou j'arrivais à Lisbonne, j'arrivais aux douanes, je parlais. Le gars voulait même pas voir mon passeport. Il disait, hey, avec cet accent-là, j'ai même pas besoin de voir ton passeport. Ça arrivait régulièrement. J'avais tellement un accent de la place que même les gens de Lisbonne ne comprenaient quasiment pas. Soit là, tout est. Là, je suis comme. Et là, Suarez, il dit, ouais, on va traduire ta chanson Brise et légère en portugais. On a fait ça. Après ça, un réalisateur de l'ONF en 93, on était là au Portugal. Puis on a fait un documentaire sur nous autres là-bas. Ouais. Puis là, ça a bien été, cette affaire-là. Et là, on a décidé qu'on allait chanter en portugais un peu plus autour de 96. Parce qu'entre 93 et 96, on a focusé sur le Québec. Problème avec le gérant, on dit « screw that, on va aller au Portugal ». Mais là, on a besoin des... Non, Pierre, mon frère dit « François, tu vas apprendre à chanter en portugais tout un set, man. On va réacheter nos chansons, tu vas tout chanter en portugais. » Oui, grand frère. Comment je vais apprendre le portugais? Je ne sais pas, mais on va figurer ça. Mais là, il faut avoir des textes en portugais. Ouais. On ne connaît pas personne au Canada qui sont portugais. Sur Pierre, il a appelé la Caisse populaire des Portugais à 8 h le matin, je pense que c'est un mardi. Ça sonne. Il y a un gars qui répond, il dit « Allô? » Puis là, mon frère, il dit « Ouais, ben nous autres, on s'appelle Brasse Camarades, puis on cherche un poète. T'appelles dans une banque, dude, là. Puis c'est la raison que j'ai répondu, c'est parce qu'il n'arrête pas de sonner. Moi, je suis le gérant ici. Pourquoi t'appelles dans une banque? Ben, t'es la Caisse populaire des Portugais. Tu dois connaître des Portugais comme artistes. Ben, c'est quoi tu veux faire, man? Ben, il dit, ben, on va aller aux Açores. Ben, je viens des Açores, moi. Ah, ouais. Puis on veut traduire nos chansons. Ah, ouais. Combien de chansons t'as? Ben, on en a 10, là. Combien t'as besoin de ça? Bon, on a besoin de ça, je sais pas, par vendredi. T'es-tu malade? Ça va prendre 3 mois pour faire ça, 10 chansons. Ben, c'est qui va le faire? Ben, moi, je vais le faire. Toi, tu vas le faire, ouais. Viens à la caisse, ça pour moi tes textes, puis si je les aime, je vais les faire, moi. So, Pierre, il n'y a pas des textes. C'est parfait. Il va à la banque, et puis le gars, il dit, ouais, c'est pas pire. Le lendemain, il nous appelle. OK, venez à la banque, j'ai traduit tous vos textes. Oh, right on, man. Tu sais, moi, je suis comme, yeah. So, on arrive à la banque, on va chercher des textes en portugais. Là, Pierre dit, OK, apprends à chanter ça, là. Ouais, mais phonétiquement, je sais même pas.
là, je réalise, Pierre, on n'a aucune idée, c'est peut-être kill your mother, kill yourself. On sait même pas qu'est-ce qui est écrit là-dedans. On sait même pas si c'est bon. Oh. C'est juste des mots en portugais. Il dit, ouais, on n'a aucune espèce d'idée. Puis le seul portugais qu'on connaissait à Montréal, c'est un gars chez Steve Music qui avait 18 ans qui réparait des guitares en arrière. Fernando, yeah, on a des textes en portugais. Tu dis, ouais, je suis un petit peu, là. Puis c'est-tu bon, ça? Ouais, ça a l'air correct. Ça dit pas des mauvaises affaires? Non, je sais pas, moi, man. Tu peux-tu m'apprendre comment dire ces mots-là? Sure. Je prends ce gars-là, je vais en studio, puis je chante le mieux que je peux, puis il me dit non, dis-le. Puis il me guide un peu. Mais le gars, c'est pas un linguiste, le gars, là. C'est un fucking guy à chez Steve Music en arrière. Là, je chante ça. Je chante tout ça en portugais, là, puis elle dit, OK, on a un tape, je vais aller à Lisbonne, je connais personne à Lisbonne. I'm coming back with a record deal. OK, je reviens pas avant que j'ai un record deal. Il va à Lisbonne. Toutes nos life savings, man, ça coûte une fortune là-bas, blablabla. Il m'appelle après 2 semaines, j'ai trouvé un contre-disque, je reviens à la maison. Là, il revient à la maison, il dit, comment t'as fait ça? Il dit, hey, c'est incroyable, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est arrivé? Je suis allé voir tout le monde, puis il disait, pourquoi tu veux chanter en portugais, man? Toutes nous autres, on veut chanter en anglais, puis aller chez vous, puis toi, tu veux venir ici, reverse Portuguese invasion. Vous autres venez ici, we're gonna go over there. Il dit, ouais, OK. Ben, il dit, nous autres, les textes, c'est bien important. Donne-moi tes textes. Là, il dit, puis tout le monde regardait les textes, il disait, my God, c'est des maudits bons textes, ça. C'est incroyable. Puis là, mon frère dit, le banquier, il est si bon que ça, le freaking banquier, tu sais. Et là, il arrive à une place, puis le gars, il dit, qui écrit ces textes-là? Ça n'a pas de sens, ces textes-là. Ben, Pierre dit, ben, c'est un gars. Là, il sentait bien, ben, c'est un gérant de banque. Puis, c'est pas un gérant de banque qui écrit ça, dude, là. Ça, c'est de la poésie, man. C'est quoi son nom? Là, Pierre, il dit, ben, Marcelino Candeias. Non, pas Marcelino Candeias. Quoi, tu connais ça? Ben, il y a un poète légendaire des Açores qui s'est exilé au Canada, puis on ne sait pas où est-ce qu'il est rendu. No way. Là, mais ça gets better. Là, Pierre, il dit, on va aller voir le banquier, man. On va aller voir le banquier. Là, on appelle, il dit, hey, Marcelino, on va aller manger, sure. Là, on s'en va avec lui. Marcelino, t'es-tu comme une petite vedette cachée? Ah, j'ai été débusqué. T'étais débusqué? C'est quoi? Ouais, j'étais un docteur en lusophonie. J'étais un linguiste décoré de Coimbra. J'ai écrit plusieurs recueils poétiques qui ont été très bien reçus. Mais j'en avais marre de la vie d'artiste et de ne pas faire d'argent. Donc, je suis venu au Canada. J'ai été prêté à l'université de Montréal. J'ai commencé le programme des études lusophoniennes et j'ai décidé d'abandonner ça. Je suis devenu gérant de banque pour faire de l'argent. Donc là, on est comme, oh, wow, man. Alors là, il décide de lâcher sa job à la banque. Il recommence à écrire de la poésie, puis il retourne aux Açores. Il sort de son exil, puis il assume, puis il va aux Açores, puis il devient le ministre de la Culture des Açores. Donc là, non, c'est vrai. Là, qu'est-ce qui se passe? C'est comme, Marcelino's coming back, man. Là, il dit, OK, les boys, vous allez venir aux Açores. Là, on retourne aux Açores, puis c'est là que Sean est avec nous autres dans ce temps-là. On va chez Marcelino, on va partout aux Açores, on va à Lisbonne. Là, tout le monde capote sur nos textes. On va à la télévision nationale parce que nos textes sont tellement bons. On est comme à Bowie Show, Patrice Lécuyer, tous ces shows-là, là, en direct de l'univers, on est là, en train de chanter nos chansons, man. C'est comme... What the hell happened? Là, puis là, le Portugal, ça a bien été parce qu'on avait des bons textes. Puis on avait... Ça, c'est tout un ménage d'affaires bizarres, des accidents de parcours qui fait qu'on s'est retrouvés là. Puis Marcelino, il est décédé aujourd'hui. C'est dommage parce qu'il aurait pu vous raconter son histoire. Mais si tu googles Marcelino Candeias, tu vas voir que c'est un poète. Puis tu vas voir des affaires de lui qui est rendu au ministère de la Culture des Arts. C'est une vraie histoire. Là. C'est vraiment... C'est malade, cette histoire-là. Là. Il faudrait donc, comme ça allait bien. C'est quoi? Il faudrait un film. Oui, mais pas tu as parlé d'un livre. Le livre, oui, mais on est rendu à un film. Là. Comme c'est basically comme un Wayne's World, mais très cool. Genre, qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est incroyable. Mais c'est pire que ça. C'est pire que ça. C'est que à cause que j'étais dans la compagnie disque à Lisbonne, ben on allait dans les foires commerciales comme au Midem à Cannes. Puis il y avait le bureau du Canada, il y a comme le kiosque du Canada, tous les artistes canadiens, mais tu avais aussi le kiosque du Québec. OK? Ouais. Puis, même, je pense, une fois, il y a eu le kiosque de l'Acadie, mais en tout cas, tu as le kiosque du Québec. Puis, tu avais le kiosque des autres. Moi, je suis dans le kiosque du Portugal. Donc, moi, c'est marqué Brasse Camarade Portugal. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que nous autres, on allait là-bas, puis on rencontre des Américains en 99 à peu près.
Puis les gars sont cool, puis c'est les gars de New York, puis là, c'est comme dans le temps des Internet Bubble Companies, là, tu sais. Puis là, à un moment donné, on parle avec les autres, puis le gars dit « Hey, man, c'est quoi ça, Brasse Camarade? » Tu sais, ben, Rich, c'est notre groupe de musique. Chanter en français? Oui. Mais c'est marqué Portugal. Ouais. Alors, vous jouez au Canada? Oui, partout sauf au Québec. OK, le plus gros marché francophone, tu chantes pas dedans. Tu chantes au Canada, ouais, Louisiane, Alabama, Canada, des fois au Québec, puis Portugal. Ouais. Puis tu joues beaucoup dans le continent. Oui, mais on joue beaucoup aux Açores. OK. Est-ce que tu fais de l'argent? Ben oui, on fait de l'argent. On a une maison sur le plateau détaché qui est assez rare. Tu sais, ça va quand même bien, nos affaires. On fait quand même... Parce qu'on jouait tellement live, puis dans ce temps-là, on faisait de l'argent, actually. Parce qu'on était juste 3 membres dans le groupe. On a figuré ça jeune, nous autres. T'as pas 6 membres du groupe. Non. Impossible. 3. Puis le 4e membre, c'est la freaking van. Oui. You gotta feed the van. And that's the member. So là, à un moment donné, il dit, ben, you know what? J'ai des idiots à New York qui travaillent pour moi. They can't make money with money. You're making money with no money, so you're going to come work for me. So là, ben, j'ai dit à Pierre, tu devrais aller. Donc, Pierre, il est parti à New York travailler avec eux autres. Moi, j'ai pris la job avec Isabelle Boulay d'être son directeur musical. J'avais fait la pub de Ford Focus avec Isabelle, puis elle m'a demandé d'être avec elle. So, Pierre est parti, moi, j'étais avec Isabelle Boulay. Puis là, donc, on est arrivé à New York à travers du Portugal. Puis c'est là que Pierre est arrivé au travail à la Times Square. Puis moi, je me suis marié la journée qui est partie. So, je me suis marié le 2 octobre, lui est parti le 3 octobre. Je suis au honeymoon au Mexique, j'appelle Pierre. Comment ça va ta première journée dans le mail room à Times Square? Puis ils ont trouvé à Pierre un appartement à son visa. Ils ont donné 10 000 pour déménager. Il payait 100 000 US par année en 99. Wow. Puis non, François, je suis pas dans le mail room, là. Ah, c'est quoi tu fais? Ben, j'ai mon bureau de coin, puis je peux voir le blimp, je suis à Times Square, puis j'ai un bureau de coin, puis j'ai une secrétaire, puis je suis en chef de l'international. Je dis, ben, voyons, non. Comment? Il m'avait dit que tu commençais en bas. Il dit, mais là, je suis rendu le big boss. On the first day. Puis, il est comme 11 h le matin. Ça s'est passé en 2 heures. Il dit, yeah. Le rêve américain. Le rêve américain, François. J'ai dit, ah ouais, c'est quoi qui est arrivé? Donc là, il dit, ben, j'arrive au bureau, à Times Square, je rentre dans l'ascenseur, puis il y a un gars qui est là. Et donc, il est venu du garage. Puis là, il est là, puis c'est juste moi puis lui. Puis là, je remarque qu'il a pesé le 42e étage comme moi, ça. OK. Puis là, la porte ferme, puis il commence à bûcher des coups de poing dans les murs. Pouf, pouf, pouf. Puis il sac en allemand, puis Pierre parle allemand. So là, le bonhomme, il dit... puis là, Pierre dit, c'est quoi qui se passe? Pourquoi t'es fâché? Il dit, tu parles allemand? Il dit, oui. Il dit, tu parles pas pire allemand. Quoi d'autre tu parles? Il dit, ben, je parle anglais, français, portugais, espagnol. Ah, tu t'en vas à la même place que moi. Il dit, ouais, c'est ma première journée au bureau. Les portes rouvrent, kid you not, les portes rouvrent. Puis Pierre, il est là avec le bonhomme. Puis il dit, I'm the CEO of this place. You are now fired. Because he's now the head of international. He speaks German. And you don't speak German. And he speaks German, so he's the head of international. Donc, Pierre est devenu le boss de ça. Je dis, mais ça fait quoi, the head of international? Il dit, j'ai aucune espèce d'idée que ça fait the head of international, but that's me. Puis quelques mois plus tard... C'est parfait. Les autres, ils faisaient des downloads de musique. Ça s'appelait MCY.com. Ils faisaient des downloads de musique. Mais, man, ça prenait 500 ans à downloader un meg. C'est iTunes avant iTunes. Oui. À un moment donné, le président, il appelle tout le monde dans la compagnie au mois de janvier, puis il dit, yeah, we now have to pivot the company. Parce qu'il y avait 176 millions de dollars dans le compte de banque, puis they were losing money like crazy. We have to pivot the company. We will now go from programming the software downloads to this new technology called DVDs and live music concerts. Oui. So who here has live music concert experience? C'était tous des programmeurs de code. Puis elle lève sa main. He also is now the head of production. C'est comme ça que... Donc là, à un moment donné, c'est comme ça que ça a commencé à New York. Puis là, à un moment donné, travailler avec Willie Nelson, travailler avec Pete Townshend, puis Neil Young, puis éventuellement le Grammy, puis les Emmys, puis Rihanna, puis Usher, puis tout le monde que j'ai travaillé avec. Ça a tout commencé de l'ascenseur avec l'allemand, à cause que le gars, il était à Cannes, qui a vu notre affaire du Portugal, qu'on était au Portugal. Tu sais, c'est toute une affaire de fil en aiguille qui a tout commencé en 90 avec le gars qui dit « You should go play in the Azores, man, and sing your tape. » Ça n'a pas rapport Ça a tout tout ça. commencé là. François, ça
Ça a tout commencé. C'est absurde. Puis là, tu as nommé du monde avec qui tu as travaillé. La liste est énorme. Exhaustive. Oui, comme c'est en fait, moi, j'ai pris 3 breaks parce que j'en avais assez, juste de noms. IMBD, tu étais allé sur IMBD, c'est là que tu étais allé? Exact. Ouais. Incroyable. Là, by the way. Non, ben je le sais, j'ai vu qu'il y avait il en manquait, évidemment, parce que j'ai trouvé d'autres sources. Mais il va falloir te revoir, mais pour boucler, parce que je sais que tu dois y aller aussi. Mais pour boucler le tout, je veux savoir ton coup de cœur côté carrière, que ce soit en show, en mix, en peu importe, parce qu'on va falloir te réinviter pour juste parler de avec qui tu as travaillé. Moi, j'ai des millions de questions là-dessus. Je veux savoir ton coup de cœur de carrière. Ça serait quoi à date? OK. Ben, il y a des coups de cœur. J'ai eu la bonne chance et la mauvaise chance d'atteindre mes rêves assez jeunes. Puis, quand tu atteins ton rêve jeune, ben, ça affecte d'autres rêves. Oui. Donc, quand j'avais 13 ans, premier rêve, c'était de jouer avec la musique avec mon frère. Mais il y avait 7 ans de différence. Donc, lui, il était vraiment très accompli comme musicien, puis moi, je commençais. Donc, de pouvoir jouer avec mon frère, gagner un concours, puis ouvrir pour Cano, tu sais, puis ça, c'était un coup de cœur spécial. Le prochain coup de cœur, bizarrement, c'est je voulais vraiment jouer la nuit sur le temps. La nuit sur le temps, pour moi, là, c'était comme Woodstock. Donc, quand j'avais 14 ans, c'est comme un jour, je vais jouer la nuit sur le temps. T'sais. Donc, quand j'ai fait ça en 87, c'était un autre. Pour moi, c'était comme je pensais que ma carrière était finie après ça. C'est comme j'ai atteint la nuit sur le temps. Pour moi, puis après ça, le prochain coup de cœur, bizarrement, c'était je voulais devenir musicien de studio. Puis je voulais faire des pubs de Budweiser, puis des affaires de même, être un hired gun, faire tous les styles de musique. Puis j'ai sorti de l'école, puis à 21 ans, je faisais des pubs. Ma première pub, c'était Black Label, puis j'ai commencé à travailler beaucoup. Donc j'avais déjà atteint un de mes rêves de faire des grosses pubs. Après ça, ça a été de faire des films à Hollywood, d'écrire des... Donc j'ai scoré une couple de films. C'est pas des gros films, mais il y avait quand même des acteurs assez connus comme Bill Pullman, puis Lena Olin, puis Treat Williams. So, j'ai réussi à faire ça. Puis après ça, mon autre but dans la vie, c'était de devenir un mixeur. J'ai toujours mixé mes affaires. Oui. Puis mon héros s'appelait Bob Clearmountain. Donc, en l'espace de 3 ans, j'étais rendu que je mixais chez Bob Clearmountain. On faisait des Counting Crows. Bob avait fait le mix stéréo. Moi, j'ai fait le mix 5.1. Donc, j'étais avec mon idole. Tu as mixé avec lui? Ben, on a mixé la même musique. Puis j'étais chez eux quand on a fait écouter au groupe les choses. Donc, j'ai pu benchmarker. C'est moi, j'ai enregistré la musique. Lui, il a mixé le stéréo. Moi, j'ai mixé le 5.1. Puis, il fallait qu'on monte ça au band. T'sais. Donc, là, j'ai vu comment je me stackais avec Bob. Puis, Bob, c'était mon héros. Puis, mon plus gros héros de musique, c'était Pete Townshend. Puis, en 2001, j'ai réussi à travailler avec Pete. Puis, on a gagné le meilleur mix surround avec Pete. Donc, j'ai atteint mes rêves assez vite. So, là, après ça, je me dis, je devrais peut-être gagner un Grammy. Puis j'ai gagné mon Grammy. J'ai réussi à travailler là. Puis ça, je vais peut-être travailler avec Steve Vai puis Joe Satriani. Oui. J'ai travaillé avec eux. Donc là, avec j'ai Dream tout atteint aussi. Comme mes rêves. oui, avec Petrucci, mais c'était Steve Vai, Joe, puis Pete Townshend, c'était mes gars. Puis j'ai travaillé avec eux autres. Donc j'ai atteint plusieurs coups de cœur assez relativement vite. Donc là, après ça, il faut que tu fasses d'autres rêves. Puis j'ai atteint mes rêves. Puis quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup la science. Puis là, c'est ça que je suis en train de faire en ce moment. Je fais encore ce qu'on fait avec Fogo, mais c'est devenu jamais facile, mais c'est familier. Ouais. C'est familier. Comme je sais exactement comment le faire. Pierre et moi, on est bons à le faire. On a fait Lionel Richie il n'y a pas longtemps. On a fait une coupe d'opéra. On espérait travailler avec Aerosmith il y a un an passé, mais c'est fait mal. Je ne sais pas si on va le faire ou non. Mais il y a toujours des projets en air comme ça. Mais la science, en ce moment, ce que je fais chez CXC, qui est une autre conversation, je suis en train de vraiment... En fait, ce que je fais, je suis rendu vice-chairman de la faculté de musique à McGill. Je suis sur le board principal de McGill au niveau des levées de fonds. Puis j'ai vu qu'il y avait un besoin criant de transfert technologique, de aider la science à se rendre au marché. Puis ce que j'ai découvert, c'est qu'il y avait des compétences transversales transférables. Ça veut dire quoi? Yeah, well, that researcher there, he brings the most royalties to the school. Really? Yeah. You can't talk to him. Why? He's crazy. Crazy? I can't talk to him? No, he's crazy. If I can deal with Rihanna and Neil Young, well, what's his name? Dawn? I'm not afraid of Dawn. Let's go talk to Dawn. Hey man, c'est comme... Dawn, c'est devenu un de mes meilleurs amis. Donc, ce que je découvre, c'est que les vrais chercheurs scientifiques, c'est des artistes, mais ils ne le réalisent pas. Donc moi, parce que j'ai pas mon doctorat en chimie, whatever, I'm not a threat to them.
Ouais. Donc, moi, je leur parle, puis j'essaie de sortir le meilleur d'eux autres. Donc, moi, je les traite comme des artistes. Donc, quand je travaille avec ces artistes-là, c'est pas moi la vedette. C'est des artistes avec qui je travaille. Mais souvent, des scientifiques qui font de la commercialisation sont en opposition un peu, they're cocky. Ils vont challenger la science quand c'est pas leur rôle de challenger. Commercialize it. Ouais. Donc, j'ai beaucoup de plaisir à rendre des scientifiques très heureux et à amener, comme là, aujourd'hui, si tu regardes CXC sur Internet et puis Gulf Times, au Qatar, aujourd'hui, ils ont publié un gros article dans le Gulf Times sur ma compagnie avec notre technologie de biopolymère qui remplace les microplastiques. Donc, c'est des choses que je suis très fier. Donc, ça, c'est mes coups de cœur. Il y en a plusieurs qui m'amènent. Donc, c'est quoi mon prochain coup de cœur que je n'ai pas encore atteint? Ben, c'est de vraiment transférer la technologie qui va changer le monde. Ça, c'est mon prochain but. C'est tellement beau. C'est incroyable. Merci tellement d'avoir pris le temps de nous parler. Je sais que tu es quelqu'un de tellement occupé et puis on a réussi à trouver un temps, donc on apprécie énormément. On a des millions d'autres questions, puis ça sera pour une partie 2 si tu acceptes, évidemment, mais ce fut un vrai plaisir, vraiment. Merci beaucoup, François. Merci énormément. Rock and roll! De quoi tu parles? De quoi tu parles? Rock voisine, brasse camarade, en bref. Ne sont que quelques noms avec qui notre invité d'aujourd'hui a été batteur. Il les a pas battus, quoique physiquement, il pourrait. C'est une pièce d'homme. La première fois que je l'ai vu, il portait un chandail de Rage Against the Machine. Je suis déjà vendu sur la personne. De quoi tu parles de Charles Sasluck? Ça va bien? Yes, sir! Yes! Merci d'être ici. Une légende derrière la batterie, mais derrière aussi, il fait beaucoup de studios aussi. Fait qu'on mais aussi une de ça. légende du podcast. Oui. Je pense que c'est une des personnes qui a été le plus souvent name-droppée. Ça, c'est vrai. Oh, je suis désolé. C'était toujours en bien, Sean, heureusement. Heureusement pour toi, toujours en bien. Fait que ça veut dire une belle chose, ça. Tu as été nommé souvent sur le podcast et il y a une raison pourquoi. C'est parce que tu as joué avec tout le monde. Et non seulement que tu joues de la batterie, mais tu es aussi directeur musical, tu t'occupes de plein de trucs. Fait que là, j'aimerais que tu nous dises, évidemment, ton parcours. Ça a commencé où, mettons, ta première gig que tu t'es dit, OK, c'est ça que je vais faire, ou c'est comment que ça a commencé, le chant qu'on connaît aujourd'hui? Je pense que première fois où j'ai décidé que c'est ça que j'allais faire, ça a dû être une des premières choses que j'ai faites avec En Bref, qui était embryonnaire à l'époque. J'ai rencontré, à travers la gang de Polyester, j'ai rencontré Luc de la Rochelière, Sylvie Paquette, avec qui j'ai commencé à jouer. Avec Sylvie, j'ai joué une fois avec un bassiste, chef d'orchestre extraordinaire, Jacques Roy, que lui m'a appelé par après pour faire des shows avec Wilfred de Boutillier. Oui. Et en fait, ça a fait kaboom après ça. Puis là, avec Wilfred et House Band de Wilfred, j'ai rencontré Rock. Ça a fait ça. Fait que j'ai commencé à jouer avec tout le monde au Québec. Ce qui était vraiment cool. Puis j'ai gardé quand même tous mes contacts en Ontario. À ce moment-là, côté franco-ontarien, je faisais des shows avec Brasse Camarade. Ouais. Dans ces temps-là aussi, on allait souvent aux Açores. Vous avez entendu les histoires de là-bas. C'est tout vrai. J'ai le fameux poète banquier, là. Ouais. J'ai soupé chez lui on était des invités chez lui sur l'île de Terceira, je crois. Wow. C'est vraiment un personnage extraordinaire. Puis José Suarez, quel bonhomme. Le gars de la FLQ, là, pour les personnes. Oui. Lui, il s'appelait, c'était quoi son nom? Il appelait quelque chose en portugais qui voulait dire l'homme qui vole, parce qu'il faisait du deltaplane. OK. Ben oui. Of course, pourquoi pas? Oui, c'est ça, exact. Why not jump off? C'est ça que je voulais. Anyway, fait que ça a fait boule de neige, tout ça, qui m'a amené à toutes sortes d'autres rencontres. Puis qui fait en sorte que j'ai pas réussi encore à trouver une vraie job.